Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au menu de cette édition de 20h. Un maillot pour le Burkina. Il ne s'agit pas du plus prestigieux, mais du rose porté par Abdulaziz Nikiema. La 28e édition du Tour du Faso a été remportée par le Maroc détenteur du maillot jaune. La 10e et dernière étape a été courue ce matin entre Korsimoro et Ouagadougou et a été dominée par le Burkinabé Rasmane Ouedraogo. Le coup d'envoi, lui, est donné par les différents candidats en ce premier jour de la campagne électorale. Dans son adresse, le président du Faso a insisté sur la responsabilité des 14 candidats, sur celle des candidats en lice pour les législatives, sans oublier le corps électoral. Comment se poursuit le processus avec l'ouverture de cette campagne? Réponse tout à l'heure avec Maître Barthélémy Kéré, président de la Commission électorale nationale indépendante. Merci de suivre la télévision du Burkina. Depuis minuit, ce 8 novembre, c'est donc parti pour la campagne électorale pour la présidentielle. Le président Michel Kafando a invité les 14 candidats à privilégier la tolérance et la cohésion sociale. Sur le sujet, voici le commentaire que nous propose Aboubacar Sagnon. La campagne électorale pour l'élection présidentielle du 29 novembre 2015 s'est ouverte ce dimanche à minuit. 14 candidats, dont 4 candidats indépendants et 2 femmes, briguent le fauteuil présidentiel. Chacun ira de sa stratégie pour convaincre les 5 517 015 électeurs inscrits sur la liste électorale élaborée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Précision importante, l'ouverture de la campagne ce dimanche ne concerne que le scrutin présidentiel. La campagne pour les législatives débute le dimanche 15 novembre prochain. Ces élections sont considérées comme les plus ouvertes jamais organisées au Burkina Faso au regard du fait que le président sortant n'est pas candidat à sa propre succession. Le président du Faso a justement invité les candidats au respect des clauses du pacte de bonne conduite, à des comportements citoyens et responsables pour une campagne électorale réussie et pour bâtir une société plus libre et plus démocratique. Selon la CENI, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle seront communiqués dès le lendemain du scrutin. Il n'y avait aucun meeting dans la ville de Gawa ce jour 8 novembre. Cependant, elle était aux couleurs de quelques candidats en lice pour la présidentielle. Les habitants de la cité de Bafouji attendent plutôt des projets de société concrets. Quelques réactions à voir et à entendre dans ce reportage signé de Roger Kam et Sibidi Issa Lankwande. Aucun candidat ne tient meeting ici en ce premier jour de campagne, mais il y a ces artères de la ville qui parlent politique. Des 14 candidats, certains sont visibles, omniprésents. Qu'en pense le potentiel électeur? Ça nous rappelle que la campagne a vraiment commencé. Une photo, c'est une photo. On attend qu'ils viennent parler, nous donner leur programme de société et on va bien apprécier. Ces affiches, ça nous interpelle beaucoup. Et ça veut dire que ces candidats-là ont en tout cas fait un petit travail. Et puis, il y a ceux qui sont moins présents, sinon absents. C'est dû au manque de moyens financiers ou bien peut-être à leur technique d'approche aussi. Peut-être qu'ils ont opté pour approcher le peuple sous un autre angle que les affiches. Personnellement, moi, ce n'est pas une affiche qui peut me faire voter. J'attends chaque candidat, son programme de campagne et puis après ça, on va voir. Les premiers meetings dans la ville sont annoncés pour ce lundi. En attendant, les habitants de Gawa, eux, semblent se contenter de contempler ces affiches qui montrent les ambitions des candidats. Les gadgets et leur distribution, justement, ont été bannis pour ces élections par le CNT. La loi Chérif interdit en effet leur circulation 90 jours avant le scrutin. Les gadgets peuvent-ils influencer le vote? Leurs interdictions sont-ils un remède à la corruption électorale? Élément de réponse dans ce reportage signé de Moussa Ouedraogo et Olopoda. Une des innovations majeures de cette campagne électorale de 2015 est sans doute l'interdiction des gadgets. On se souvient le 7 avril 2015, le Conseil national de transition adoptait cette loi qui prive aussi les partis politiques de toutes sortes de publicités. Une nouvelle disposition du code électoral qui ne fait pas l'unanimité au sein des populations. Ce t-shirt, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas ça que tu vas porter toute ta vie. Tu es né, tu portais habit. Mais il ne faut pas que quelqu'un va venir avec un t-shirt
ou bien une casquette pour te corrompre. Avait pu donner les t-shirts, les casquettes, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas lire. Mais quand ils voient t-shirt, culture de cette partie-là, ils connaissent qu'il peut aller voter cette partie. Si un ami te voit, il sait que toi tu supportes cette partie. Par l'adoption de cette loi, le CNT a voulu rendre la compétition électorale saine et équitable. Le débat d'idées et la force des arguments doivent désormais prendre le dessus sur la corruption électorale. Charles est toujours là même. Il y a des candidats qui peuvent gagner. Des bonnes idées que les gens veulent. Ce n'est pas tout ce qui intéresse les gens. C'est les bonnes idées. Celui qui va prendre à avoir de bonnes idées pour avancer le pays. La loi est à l'épreuve à cette campagne électorale qui s'ouvre ce dimanche 8 novembre 2015. Reste à savoir si elle sera une réalité et si les partis politiques ne vont pas user de subterfuges pour contourner la loi. 300 millions de francs CFA, la subvention du gouvernement pour les élections connaît une hausse cette année. Les candidats à l'élection présidentielle reçoivent chacun 25 millions de francs CFA. Les partis et formations politiques et regroupements d'indépendants ne sont pas en reste. Comment est faite la répartition de cette subvention? Amadou Ilboudo, Draman Dadian, réponse. L'animation de la vie politique est une mission de service public. C'est pourquoi le gouvernement apporte son soutien cette année à la centaine de partis, formations politiques et regroupements d'indépendants en lice pour les élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015. La subvention est même passée de 1 milliard à 1 milliard 300 millions de francs CFA. Le milliard 300 millions alloués aux partis politiques qui sont au nombre de 100, y compris les organisations, les candidatures indépendantes, je pense que ce n'est pas une grande fortune. Nous sommes dans une situation particulière. La situation économique n'est pas ordinaire. Cela a pour conséquence que les recettes budgétaires de l'État aussi sont dans une situation difficile. Des chèques de 25 millions de francs CFA ont été remis ici et destinés à chacun des 14 candidats à la présidentielle. Et chacun de nous peut comprendre qu'avec 25 millions, on ne peut pas dire qu'on est à l'aise pour battre la campagne. Mais je pense que le principe est bon. On n'attend pas ça pour battre campagne, comme je vous l'ai dit, mais les 25 millions représentent exactement la caution que nous avons donnée. Mais vous conviendrez avec moi, en tout cas pour la présidentielle, que c'est maigre. Mais si c'est comme ça, si ce sont les moyens de l'État, on ne peut pas faire autrement. Quant aux partis en lice pour les législatives, ils devront se partager la somme de 460 millions au prorata du nombre de candidats présentés par parti. C'est la meilleure formule. C'est la meilleure formule. Le prorata, le nombre de candidats que chaque parti a présenté, sinon on va faire comment? C'est comme ça. Ça fait, c'est quand même l'équité. Lorsqu'on donne une subvention symbolique, c'est pour que les uns et les autres comprennent que la bataille électorale n'est pas une bataille financière. C'est ce message fort que nous retenons de cette somme symbolique qui a été remise aux partis politiques. Même si la subvention est jugée faible, ces hommes politiques disent apprécier les efforts consentis par l'État pour la réussite du double scrutin présidentiel et législatif du 29 novembre prochain. Savoir, raison garder, c'est un film qui porte sur les coulisses de la CENI, organisatrice de ces élections. Les cinéphiles de la ville de Sia ont été édifiés sur le travail fait en amont de l'ouverture des campagnes électorales. L'instant cinéma de ce journal, c'est avec Lamine Karantao et Moumouni Barou. Savoir, raison garder, c'est un film qui explore les coulisses de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, chargée d'organiser les élections. Ce film révèle les difficultés administratives que la CENI rencontre dans l'application des textes régis par le code électoral, notamment pour l'établissement des cartes de lecteurs. C'est vraiment le moment idéal, parce que c'est vrai que nous sommes à quelques encablures de l'ouverture de la campagne et que pour ceux effectivement qui verront ce film-là, je pense comprendront que chacun a sa part de partition à jouer dans ça et que donc à partir de cet instant, les partis politiques effectivement qui devaient sensibiliser leurs militants pour leur faire comprendre qu'effectivement il y a des travaux à faire. Il faut qu'effectivement, parce que si ça flanche, c'est pas la CENI qui va boire la calice, hein. Tout le monde y boira. À partir de cet instant, chacun effectivement doit mettre effectivement de l'eau dans son vin pour dire que c'est vrai
j'ai participé, je n'ai pas gagné et franchement il faut reconnaître que je n'ai pas gagné. L'un des éléments essentiels du processus démocratique réside dans la tenue d'élections libres, équitables et transparentes. L'objectif de ce film est donc de créer un climat propice entre les différents acteurs politiques, surtout en cette période électorale. Lorsque tout ce qui est mis en branle n'est pas fait effectivement avec probité, avec dignité, avec, j'allais dire, vraiment dextérité, cela met effectivement en cause les fondements même des différentes élections qui sont organisées. Parce qu'il y va effectivement de la crédibilité, non seulement de l'État qui l'organise, des éléments effectivement qui l'organisent, et du pays tout entier. Cette projection marque la poursuite du cycle que le film Diabadia initie avec l'appui d'autres partenaires. Ce cycle consiste à présenter une fois par mois un film documentaire à Bobo-Dioulasso. Nous arrivons à la page entretien de cette édition. Le président de la CENI est l'invité. Bonsoir, maître Barthélémy Kéré. Bonsoir. Les difficultés soulevées dans ce film sont-elles d'actualité et surtout ont-elles trouvé réponse aujourd'hui? Bon, il faut dire que c'est un film historique. C'est pas un film. En tout cas, l'extrait que nous avons vu ne parle pas de la veille de la campagne électorale. Il parle effectivement, comme vous l'avez si bien dit, des coulisses de la CENI. C'est vrai que dans le cadre de l'enrôlement biométrique, il y a des difficultés. Et la principale difficulté que la CENI connaît dans le processus de recensement des électeurs, c'est des difficultés liées, en fait, à l'absence d'un système régulier d'état civil et en même temps à une certaine absence et de la généralisation même de l'identification des populations au niveau de l'Office national d'identification. Il est bien évident que si l'état civil fonctionne bien, si effectivement tous les faits d'état civil sont enregistrés, naissance, donc à la majorité, à l'âge de 16 ans, Office national d'identification, carte nationale d'identité, décès, ça permet qu'effectivement, et dès l'âge de 18 ans, sur la base des éléments que nous avons au niveau de l'Office national d'identification, il suffit simplement de reporter le numéro de la carte nationale d'identité de la personne qui vous présente sa carte nationale d'identité et vous avez tout de suite tous les éléments d'identification alphanumérique. Ça permet d'accélérer donc ce système-là et on n'a pas besoin de partir avec nos valises partout dans les villages. Et vous avez vu en 2012, on s'est promené avec et des kits d'enrôlement biométrique et des bidons d'essence. Avec tout le risque qu'il y avait donc d'incendier tout le pays, quoi. Alors, le financement aussi a longtemps été l'une des plus grosses difficultés. Est-ce que la CENI a pu boucler son budget pour ces échéances-là? Alors, le financement n'est pas intégralement bouclé. Pour ce qui concerne le programme global, tel qu'il a été effectivement arrêté par le gouvernement de la transition, parce que vous le savez, il était prévu les élections couplées législatives et municipales au 11 octobre, et puis les élections municipales au 31 janvier 2016. Le budget global avait été effectivement arrêté à une somme de 54 milliards. Bon, avec des réajustements, on s'est retrouvé à environ 50 milliards. Et avec la contribution de 25 milliards du gouvernement burkinabé et les contributions diverses des partenaires techniques et financiers, il nous est resté jusqu'à ce jour un gap de 11 milliards 900 millions, donc grosso modo 12 milliards. Et qui sont toujours recherchés. Mais si vous voulez, ce gap de 12 milliards n'a pas d'incidence directe sur l'élection couplée présidentielle et législative, dans la mesure où le seul budget des municipales fait environ 16 milliards. Donc aujourd'hui, le gouvernement continue, j'ai failli dire, la discussion avec les partenaires techniques et financiers, et des partenaires sont en train de se prononcer. Nous avons l'Allemagne, nous avons la Suède qui a promis une contribution additionnelle, de telle sorte que nous pensons que pour ce qui concerne l'élection municipale qui va avoir lieu certainement plus tard, vous savez qu'avec le chronogramme actuel, il n'est plus possible que ce soit fait donc, le 31 janvier. Je pense que le gouvernement aura le temps d'ici là d'ajuster les choses pour qu'effectivement le budget soit bouclé. Il y a bon espoir pour cela. Absolument, je pense qu'il y a bon espoir que ça soit réglé. Très bien, c'est vrai que vous l'avez déjà dit, maître, mais rassurez-nous une fois de plus, la CENI est-elle aujourd'hui fin prête pour relever ce défi-là? Alors, je crois que la CENI est prête. Parce que pour faire des élections, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord un fichier électoral. Ensuite, il faut des candidats. Ensuite, il faut le matériel électoral, il faut le personnel électoral, il faut déployer tout ça sur le terrain.
Du point de vue du fichier électoral, votre reporter l'a dit tout à l'heure, nous avons donc un fichier électoral donc, qui compte 5 17 015 électeurs qui sont identifiés, connus avec le principe de l'unicité des électeurs. On est sûr de la présence de ces 5 millions et quelques d'électeurs sur le fichier électoral. Nous l'avons dit avec sérénité, l'Organisation internationale de la francophonie qui est venue auditer le fichier électoral l'a confirmé. Donc, on n'a pas de problème de ce point de vue, les électeurs sont là. Les candidats, les dossiers de candidature ont été déposés. Nous avons donc les candidats pour la présidentielle, 14 qui ont été effectivement retenus par le Conseil constitutionnel à la suite donc, de toutes les procédures. Et puis, en ce qui concerne donc, les législatives, nous avons eu en tout 1039 dossiers qui ont été déposés, des listes. Et au total, nous aurons grosso modo 7058 candidats, aussi bien titulaires que suppléants. Et donc, voilà, pour le moment, quelques-uns des candidats au niveau des législatives qui ont été déclarés inéligibles n'ont pas été remplacés. Nous attendons qu'un certain nombre de partis politiques puissent effectivement procéder à ces remplacements-là. Et cela est toujours faisable jusqu'à quand? Cela est faisable, hélas, dit le code électoral, jusqu'à la veille du scrutin à 0 heure. Okay. Évidemment, la CENI aurait souhaité que ces remplacements interviennent donc le plus rapidement possible pour donc lui permettre de mieux organiser en fait son travail. Donc, en ce qui concerne le matériel électoral, tout est fin prêt. Nous sommes actuellement en train de procéder à ce qu'on appelle le kittage. Nous rassemblons donc les petits matériels pour chaque bureau de vote que nous scellons donc spécifiquement pour chaque bureau de vote. Ensuite, nous allons rassembler l'ensemble des éléments concernant les bureaux de vote par commune, ensuite par province, et nous allons organiser le déploiement donc de ce matériel. Le matériel lourd est déjà parti. Les urnes, les isoloirs sont déjà niveau chef-lieu de commune. On n'a aucun problème donc de ce point de vue-là pour ce qui concerne le matériel. Dans les jours qui viennent, le matériel léger, comme je dis, le kittage aura été terminé et effectivement, nous allons déployer ça dans les chefs-lieux de commune. Il va rester ce que nous appelons le matériel sensible. Les bulletins. Vous savez que, les bulletins, il faut pouvoir avoir un œil sur les bulletins jusqu'au dernier moment. Il faut suivre la traçabilité des bulletins jusqu'aux différentes circonscriptions. Et nous pensons que nous allons faire ce déploiement-là, grosso modo, à jour J, -5, -6, pour être sûr qu'effectivement, nous avons donc un regard complet en fait, sur ce matériel sensible. Et les hommes. Et enfin, le personnel électoral. Nous sommes actuellement sur le processus de formation des formateurs des membres du bureau de vote. Et cette formation est planifiée pour être faite en cascade. Et on planifie aussi dans le temps pour être sûr que lorsque les 90 000 membres du bureau de vote vont avoir effectivement leur formation, nous sommes vraiment à 2 jours, 3 jours donc des élections pour être sûr qu'ils n'ont rien oublié. Donc ça, dans les environs donc, de 23, 24, 25, 26, on va achever la formation des membres du bureau de vote. D'accord. L'affaire des fausses cartes d'électeurs a été donc classée sans suite, mais elle continue de nourrir des doutes chez les plus sceptiques. Quelles sont les garanties que vous pouvez apporter sur cette question-là? Madame, nous avons dit et répété que nous avons toujours abordé cette question de fausses cartes d'électeurs avec la plus grande sérénité. Nous l'avons dit et répété, quel que soit le nombre de fausses cartes d'électeurs que quelqu'un va imaginer, il ne pourra jamais, au grand jamais, insérer ces faux électeurs dans notre fichier électoral. Ce n'est pas possible avec le système de la biométrie que nous avons. Ça, c'est sûr. Maintenant, il est bien évident que de fausses cartes d'électeurs qui peuvent circuler peuvent déranger, effectivement, parce qu'on ne sait pas quel est le mode opératoire de ces détenteurs éventuels, si ça existe. C'est la raison pour laquelle, dès que le problème s'est posé, nous avons déposé une plainte. Nous avons demandé au service qui a la charge de la sécurisation du processus électoral de procéder à toutes les investigations utiles pour d'abord nous vérifier la matérialité même des faits. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des cartes d'électeurs qui sont en circulation? Deuxièmement, quelles sont les personnes qui sont effectivement en train de confectionner ces fausses cartes d'électeurs, au profit de qui? Et en ce moment-là, quel est le mode opératoire qu'ils envisagent de faire? Parce que s'ils ne peuvent pas être dans le fichier électoral, donc s'ils ne peuvent pas voter, qu'est-ce qu'ils envisagent d'en faire? Alors, c'est donc avec une certaine joie que nous avons effectivement noté que tout ça, c'était que de la manipulation. Dans quel intérêt, je ne sais pas. Je sais simplement que ça a été utilisé par les putschistes comme étant un argument. Donc, vous voyez un peu à quoi est-ce que ça peut conduire.
Mais donc aujourd'hui, cette affaire est, à mon avis, classée et on va continuer avec la même sérénité en ce qui concerne la CENI. Et nous travaillons à ce que la transparence soit vraiment la clé de voûte en fait, de toute l'organisation de la CENI. C'est ainsi, par exemple, que nous avons rencontré on a voulu réserver la première au présidentiable. Nous les avons rencontrés. Nous leur avons présenté tout le système de traitement donc, des résultats, ainsi que le système de la transmission par VSAT pour envoyer effectivement les résultats au niveau de la plénière de la CENI pour la validation, afin donc des résultats provisoires qui vont être proclamés, comme nous avons dit, à jour J+1. Alors, donc, est-ce que ce système VSAT qui va donc donner les résultats quelques heures après ce scrutin-là, est-ce qu'il a été testé déjà? Et attention, il n'y a pas de confusion possible. Le VSAT ne traite pas les résultats. Le VSAT ne fait que assurer la transmission des résultats tels qu'ils sont confectionnés, tels que c'est sorti des urnes. Le VSAT ne produit pas de résultats. Alors, donc, les choses se passent au niveau du bureau de vote. À l'issue de toutes les opérations, en présence des délégués, des candidats et des partis, il est procédé donc à un procès verbal qui décrit toutes les opérations qui se tiennent effectivement au niveau du bureau de vote. Et évidemment, dans ces opérations, il y a le comptage des bulletins, le décompte donc des bulletins nuls et des bulletins valides, ainsi que la répartition au profit de chaque candidat effectivement de ces bulletins exprimés. À la suite de ça, effectivement, le procès verbal et une feuille de résultats qui est faite est remise à chacun des délégués présents et affichée dans le bureau reste le témoin effectivement des résultats tels que ça a été acquis dans ce bureau de vote-là. Le président du bureau de vote, en ce moment-là, avec l'ensemble de la sécurité, il va porter au niveau du centre communal de compilation des résultats, qui est le chef-lieu de la commune, la feuille de résultats, la feuille de dépouillement et effectivement le procès verbal, le tout dans une enveloppe inviolable. C'est-à-dire il est hors de question que ce président du bureau de vote fasse une escale quelque part, ouvrir l'enveloppe, changer tel résultat, etc., etc. Les enveloppes, ce sont des enveloppes inviolables et transparentes. Dès que vous les ouvrez, elles sont détruites. Alors, et c'est la CENI seule qui a ces enveloppes-là. Donc, voilà, c'est pour pouvoir assurer la sécurité en fait, du système de transmission du bureau de vote au centre de compilation. Mais ce système semble un peu compliqué et lourd. Est-ce que ce serait possible justement quelques heures après? Ou bien, justement, quand on parlait de tests, et peut-être savoir si cela va se faire dans les temps? Je vous explique. Il y a aucun... En fait, c'est peut-être l'explication qui est peut-être longue. Sinon, le processus est très simple. Dès que effectivement le procès verbal est arrivé au centre de compilation, c'est remis à un coordonnateur qui présente l'enveloppe bien scellée, effectivement, telle que c'est parti du bureau de vote, à l'ensemble des délégués des partis politiques et des candidats qui sont présents. Et puis on procède à l'ouverture. Une fois que c'est ouvert, on remet donc à un service informatique qui fait effectivement, qui sort la feuille de résultats, qui fait la saisie. Une fois que la saisie est faite, on amène la feuille de résultats, on la remet aux délégués des partis, qui vérifient sur l'original qu'effectivement c'est la même chose. Et donc on a acquis le résultat au niveau donc, de la commune. Tous les bureaux de vote de chaque commune sont centralisés au niveau de cette commune-là. Et donc, à la suite de ça, donc, là, il y a un procès verbal de compilation au niveau de la commune qui est maintenant envoyé, cette fois-ci, par le réseau VSAT. Il est remis donc au service informatique qui fait le système et qui achemine ça directement donc, du centre de compilation à Ouagadougou. Nous avons 368 centres comme ça. Ça correspond à 368 chefs-lieux de communes, plus, évidemment, là où il y a 349 communes, plus 19 arrondissements. Et donc, chacun de ces chefs-lieux va envoyer donc les résultats. La CENI, maintenant, au niveau donc, central, c'est le 69e poste. Nous procédons sur écran et sur les différents documents donc, à la compilation, à l'examen. Si c'est confirmé, nous validons. Et dès que c'est validé, c'est basculé automatiquement de l'autre côté, dans une autre salle, où il y aura encore les délégués des partis politiques, les observateurs, les journalistes et le public. Et au fur et à mesure que les résultats vont arriver, les 368 vont s'empiler et nous allons procéder à l'intégration au fur et à mesure des différents résultats, de telle sorte que lorsque la CENI a fini d'examiner le 368e procès verbal de la commune qui est arrivé, nous avons immédiatement les résultats. Nous espérons que vraiment, dès le lendemain des élections,
on puisse avoir... On aura normalement les résultats. Voilà, donc il y a le mérite d'être clair. Merci beaucoup, maître, d'être passé sur ce plateau. Et puis, cette autre actualité du jour, nous poursuivons ce journal. Et je vous le disais tantôt, le Tour du Faso est aux couleurs du Maroc. La dernière étape de la 28e édition a été courue entre Korsimoro et Ouagadougou avec un circuit fermé à l'intérieur de la ville. Et cette étape a vu la victoire d'un Burkinabé. Le point avec Gérard Sommet, Salifou Belem et Modeste Ouedraogo. Ces trois hommes sont les principaux animateurs du Tour. Ils portent les maillots les plus convoités de la compétition. Chacun caresse le secret espoir de conserver son maillot et pourquoi pas remporter en prime la 10e et dernière étape à Ouagadougou. Pour les Burkinabés, il n'est pas question de répéter l'erreur de la 9e étape. Consigne reçue 5 sur 5. Le point chaud des Ignares se dispute donc au sprint. Salfo Yerbanga du Burkina Faso enlève le sprint devant Reda Adel du Maroc et Michael Aptom de l'Érythrée. À Ouagadougou, un circuit fermé de 4 km 100 à parcourir 10 fois attend les coureurs. Le peloton, contrôlé désormais par le Maroc, roule groupé jusqu'au deuxième point chaud sur le boulevard de l'Indépendance. Sous le regard du président du Faso, Michel Kafando, Abdulaziz Nekema remporte le deuxième point chaud. Les garçons sont en pleine confiance et respirent la grande forme. Ils récidivent au 5e passage au grand bonheur des supporters. Au dernier passage, le peloton reste soudé. Le dénouement de la course se fera donc au sprint. Dans cette épreuve, Rasmane Ouedraogo du Burkina Faso se montre intraitable et s'impose devant Abdulaziz Nikema du Burkina Faso, Abdelatif Sadoun du Maroc et Aïlou Yonatan de l'Érythrée. La vitesse moyenne, plus de 42 km/h. Il faut comprendre que cet événement a évidemment un gagnant que je félicite. Mais je dois ajouter qu'en fin de compte, il s'agit d'une manifestation qui témoigne de l'importance que le Burkina Faso attache à la fraternité, à l'amitié et à la solidarité entre les hommes. La Palme d'Or revient à Mouchine Lassane du Maroc, vainqueur de la 28e édition du Tour cycliste international du Faso. Et comme chaque dimanche, le point sur l'actualité sportive avec Jérôme Tiendre-Beogo. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Peggy. Tombé de rideau donc sur ce 28e Tour du Faso, est-ce une réussite? Alors on peut dire que c'est une réussite parce que déjà le premier défi qu'il fallait relever, c'est le défi sécuritaire. Vous savez, avec les troubles que le pays a connus, il y avait quand même des grosses interrogations sur ce point-là. Et la deuxième satisfaction, c'est la participation. Malgré les doutes qui ont subsisté jusqu'à un niveau donné, et on a eu 10 pays participants à ce Tour du Faso là, alors que le maximum que le Tour peut supporter, c'est 15. On ne s'attendait même pas aux 10, donc c'est une participation acceptable, même si au passage on n'a pas vu des équipes traditionnelles, j'allais dire comme la France, la Belgique, le Gabon, et aussi un pays qui était annoncé à grand renfort pour ce Tour-là, l'Afrique du Sud, qui malheureusement n'est pas venu. Si vous avez remarqué un peu, il y a l'Afrique de l'Ouest qui est représentée fortement, l'Afrique, le Maghreb avec l'Algérie et donc le Maroc, l'Afrique de l'Est avec l'Érythrée qui était à sa première participation et qui a porté le tout vraiment à un niveau très intéressant, et aussi l'Afrique centrale avec la RD Congo. Alors, est-ce que le niveau de la compétition était acceptable malgré tous ces absents? Oui, les 1310 km ont été parcourus à une vitesse générale de plus de 42 km/h. Je pense que, en tout cas de mémoire de jeunes journalistes, je n'ai jamais vu cela sur le Tour du Faso, et c'était très intéressant avec tous les maillots qui ont été disputés jusqu'au dernier, jusqu'à l'étape finale aujourd'hui remportée par Rasmane et Ouedraogo. Il n'y avait rien dessus avant ce matin. Et justement, quid de la participation des étalons? On sait que les Burkinabés s'en sont sortis avec le maillot rose. Oui, alors il faut dire que malgré la mauvaise préparation due au trouble que le pays a connu, les étalons ont quand même pu suivre le rythme imprimé par les Érythréens et les Marocains
pour à la clé arracher un maillot assez prestigieux par Abdulaziz Nikiema, le maillot des sprints intermédiaires. Alors nous allons à présent parler football et ce sera du côté de Fadane Gourma où des décisions ont été prises, Jérôme. Oui, il faut dire que c'est lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération burkinabé de football, la première qui se tient hors de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. Alors la première décision, c'est que le championnat national de football de première division commence le 21 novembre prochain. La deuxième décision, c'est une bonne nouvelle. Les subventions pour les clubs de première division passent de 7,5 millions à 10 millions et les subventions pour les clubs de deuxième division passent du simple au double, 1 million à 2 millions. Et troisième décision, c'est une bonne nouvelle également pour les acteurs de deuxième division parce qu'il y aura plus de clubs qui vont compétir pour la montée en première division. Au lieu de 24 clubs, il y aura 32 clubs repartis en 2 poules. Et la troisième décision, c'est que le stade municipal et le stade Wobi de Bobo Dioulasso qui connaissent des problèmes d'éclairage seront éclairés d'ici la fin de l'année. Et un fait est que le torchon brûlait entre le président de la Fédération burkinabé de football et son trésorier. Ils ont fumé le calumet de la paix à Fada. Et puis nous continuons avec les bonnes nouvelles, les 2-5 pour le tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant Mazembe qui a remporté la finale de la Champions League africaine cet après-midi même en battant les Algériens de l'USM Alger 2-0. But du Tanzanien Ali Samata à la 74e minute sur pénalty et de l'Ivoirien Roger Assalé dans le temps additionnel 95e minute. Vous vous souviendrez que les Congolais avaient battu les Algériens chez eux-mêmes à domicile 2-1 le 31 octobre dernier. Merci Jérôme. Le journal du tout, c'est tout à l'heure à 21h. Tout à fait, merci beaucoup. Nous poursuivons notre journal en faisant le point sur les politiques en matière d'emploi et de formation professionnelle. Le département a dans le viseur une mise en œuvre efficiente. Voyons les recommandations formulées à cet effet avec Lassina Ouattara et Nathalie Savadoko. Sur la table d'évaluation, 14 projets en instance en cours ou clôturés entre 2013 et 2015. 9 projets présentent des résultats satisfaisants, 4 présentent des risques modérés de non-atteinte des objectifs et 1 projet en rouge. Les membres du comité d'évaluation des projets et programmes vont ensemble identifier les causes de ces contre-performances et proposer des pistes de solutions. Pour pouvoir concourir au mieux à la promotion de l'emploi, donc il a fallu élaborer une vaste stratégie qui aille vers tous les segments de notre société, aussi bien au niveau des villes qu'au niveau donc, des zones rurales. Donc la stratégie a fait l'objet dans un premier temps d'une série de missions de dissémination auprès donc, des différents acteurs du secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous sommes en phase de mise en place d'un plan d'action opérationnel qui va être certainement accompagné par nos partenaires. Au regard de l'importance de ce cadre d'échange sur les performances des interventions du ministère et des résultats qui en sortiront, le secrétaire général du dit ministère a invité les membres du comité à un examen sans complaisance du rapport soumis à leur appréciation et à faire des propositions à même d'accroître la rentabilité des projets et programmes. Un fait à présent, les violences subies par les femmes en milieu rural, elles y sont spécifiques et surtout silencieuses. Ocades et Diaconia veulent briser la glace et injectent plus de 98 millions de francs CFA dans un projet destiné à réduire ces violences. Précision, Martin Zerbo, Ali Traoré. Cette pièce théâtrale décrit la réalité des populations de Soupakanye-Dougou et environnants. Dans cette partie de la région des Cascades, les femmes sont violentées dans les foyers dû aux facteurs culturels, selon un constat fait par les forces de sécurité. Face à l'ampleur du phénomène, un projet d'appui à la réduction des violences liées au genre en milieu rural vient de voir le jour. Pour ceux qui connaissent un peu la région des Cascades, et les femmes, la charge de travail des femmes est très élevée. Parce que c'est les femmes, les gens aiment le dire, c'est les femmes qu'on retrouve dans les champs avec les grandes dabas que vous connaissez. Et il semble que les hommes préfèrent amener les enfants, par exemple, à l'hôpital, au dispensaire pour les faire soigner pendant que la femme va aux gens travailler. Le projet est le fruit d'un tandem entre l'ONG Diaconia et l'OCADES.
Financé à plus de 98 millions de francs CFA, ce programme va durer 2 ans. Nous déployons également des appuis techniques et nous allons accompagner toute l'association durant la mise en œuvre de ce projet, mais également nous appuyons d'autres acteurs qui interviennent dans la région parce que à travers le projet de l'OCADES, on s'est rendu compte que les violences basées sur les gens étaient assez criantes dans la région et les membres du Fonds commun ont décidé d'accompagner le SIDOC qui va intervenir toujours dans la région sur les thématiques semblables à celles qui ont été développées par l'OCADES. Pour chaque localité, une cellule a été mise en place pour le suivi du projet. De quoi réjouir les bénéficiaires. Les financiers du projet, parce que nous sommes en milieu rural, il y a beaucoup de violences faites aux femmes. Mais on ne sait pas comment dire. Maintenant, on a eu l'occasion d'avoir le projet. Donc on remercie vraiment tous ceux qui ont douté pour que le projet puissent venir nous soutenir. Comme cette bénéficiaire du village de Nafona, ce sont les populations de Soubakanye-Dougou, Gouéra, Panga et Mambiré qui se réjouissent de la présence du projet. Zoom à présent sur ce projet qui est destiné à réduire la pauvreté dans la gente féminine. Comment se présente-t-il dans la boucle du Mouroun? Un comité technique de l'opération 100 000 charrues a effectué une mission dans la ville de Dédougou. Compte rendu de Karim Oudraogo et Nayalredo Paul Sawadogo. Débutée en 2011, l'opération 10 000 charrues vise à contribuer à la sécurité alimentaire et à la croissance par la modernisation des exploitations familiales à travers la mise à disposition des agriculteurs du matériel à traction animale et des animaux de trait. Un comité technique est venu s'imprégner des réalités auprès des bénéficiaires. L'objet justement de ces missions du comité technique de suivi, recueillir les avis des producteurs et essayer de proposer en tout cas des solutions. Au cours des échanges, les agriculteurs ont évoqué l'importance du matériel acquis, mais aussi leurs préoccupations. Nous, nos préoccupations aujourd'hui envers le ministère, c'est d'augmenter la quantité et la qualité. Et on a parlé aussi ici des bœufs et des ânes, parce qu'on n'a pas eu aussi. On dirait qu'on a sauté notre colonne. Le retard que ces deux accusent, si on pouvait travailler vraiment à éviter ça. Et je crois que dans les jours à venir, nous allons tenir un comité de pilotage du programme où des propositions concrètes vont être faites, en tout cas au comité de pilotage, dans le but vraiment de résorber l'ensemble de ces problèmes. La mission couvrira aussi la région du centre-ouest dans l'objectif de mettre fin aux contraintes qui minent les secteurs agricoles en matière de mécanisation dans les régions à travers cette opération. Merci à tous d'avoir suivi ce grand journal. À 22h15, vous retrouverez Fousseni Kindo pour le tout premier journal de la campagne au programme des comptes rendus de meetings tenus ce jour par les candidats à la présidentielle. Des portraits de ces candidats vous seront également servis. Le message du président de la CENI sera tout de suite après ce journal et puis à 21h, vous retrouverez l'émission au cœur de la présidentielle. Toute l'équipe de la réalisation de ce grand journal se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne reprise de travail. Merci de rester fidèle au programme de la télévision du Burkina.